Bonjour à tous. Je suis très heureuse, comme vous imaginez, que nous trouvions ce moment, ce point d'étape sur la stratégie nationale biodiversité, où je crois pouvoir dire que vous avez, pour beaucoup, présents ici ce matin ou en ligne, participé. Le chemin est encore long, Olivier Thibault l'a dit, c'est un point d'étape. Nous avons, et je vais y revenir, plusieurs chantiers, groupes de travail à l'œuvre. Il ne s'agissait donc évidemment pas aujourd'hui de préempter, d'anticiper les résultats de ces travaux. Mais simplement, je crois que nous avions besoin de ce point d'étape pour se redonner le cadre, le calendrier et imaginer ensemble quelle sera l'ossature, les axes très structurants de cette stratégie dans les mois à venir. Décliner aussi les moyens afférents, parce qu'effectivement, je ne sais pas si je suis en termes de boîte à outils un couteau suisse, mais je souhaite vraiment que nous déployions de manière très opérationnelle, très concrète, tous les axes stratégiques qui ressortent comme nécessaires dans cette stratégie. Nous allons donc nous y employer et dédier des moyens très clairement à cela. C'est pour ça que nous avons fait le choix aujourd'hui, lié aussi à une actualité sur le sujet, de faire un focus sur la question du financement de la biodiversité. Je vous ferai donc ici une première photographie de ce que les premières phases de consultation et de travail au niveau national nous donnent et nous laissent se dessiner des axes stratégiques de la stratégie nationale biodiversité. Et puis ensuite, nous aurons une table ronde sur les questions de financement de la biodiversité. Avec donc mes remerciements tout particuliers à Virginijus Sinkevicius, monsieur le commissaire, merci d'avoir participé à nos échanges. Et effectivement, ce travail que nous faisons avec la commission et en vue de la PFUE, il est essentiel en matière de cohérence, on le verra, c'est un point fort en termes de principe de cette stratégie. Avec des dispositifs qui doivent donc effectivement être adaptés à l'échelle européenne et en cohérence avec ce que nous portons au niveau international. Effectivement, ce calendrier de report de la COP15 doit nous permettre la mise en place de cette cohérence avec des données scientifiques, les rapports, l'IPBES, le premier d'entre eux, qui nous montrent et nous interpellent. Nous savons que nous touchons aujourd'hui au fondement même de nos économies, de nos moyens de subsistance, de notre sécurité alimentaire, de notre santé et de notre qualité de vie. Au niveau politique, je crois que la chose est entendue. La recréation d'ailleurs au niveau national de ce secrétariat d'État à la biodiversité en est la preuve. Nous avons depuis un an adopté déjà de premières briques de la stratégie nationale globale. Vous avez tous suivi avec attention et même participé à la stratégie nationale des aires protégées. Donc, qui nous a permis de poser ce premier socle en termes de protection des espaces et des espèces, puisque les aires protégées les préservent. La lutte contre la déforestation importée est également une brique importante et nous nous y sommes employés à vraiment la rendre opérationnelle, la décliner. J'y reviendrai. Nous consacrons des sommes inédites à la biodiversité, même si évidemment nous connaissons ici les uns et les autres les moyens nécessaires et leur massification face aux enjeux et aux défis auxquels nous faisons face. Nous avons quand même des courbes et des trajectoires budgétaires qui montrent vraiment la prise de conscience au niveau politique et les besoins qui se font jour dans la lutte contre l'érosion de la biodiversité, avec un plan de relance qui a clairement intégré nos enjeux et des lignes budgétaires qui sont venus s'ajouter à un renforcement du BOP 113 pour les amateurs, donc du budget biodiversité du projet de loi de finances, avec des effectifs également, et notamment dans les aires protégées, effectifs que nous avions renforcés en début d'année pour les parcs nationaux et les parcs naturels marins. Cet effort, il va se poursuivre. Nous avons eu le plaisir de l'annoncer avec Barbara Pompili il y a quelques jours dans le cadre des arbitrages budgétaires du projet de loi de finances 2022. Nous pourrons nous féliciter, je crois, d'arrêter, de stopper les baisses d'effectifs dans les opérateurs, chez les opérateurs de l'État liés à la biodiversité, les agences de l'eau, l'Office français de la biodiversité, le Conservatoire du littoral, et même de renforcer à nouveau d'une vingtaine de postes les parcs nationaux de France.
avec donc des moyens humains, des moyens financiers qui se retrouvent, une mobilisation également, et ça nous occupe beaucoup, une mobilisation interministérielle, parce qu'effectivement, il faut décloisonner, il faut que la biodiversité soit prise en compte dans toutes nos politiques publiques, et on sait que le ministère de l'Agriculture est un de nos principaux partenaires dans cette lutte contre l'érosion de la biodiversité. Il doit l'être, donc c'est un travail constant, quotidien, avec ce ministère, comme d'autres politiques sectorielles. Et j'aurai la joie d'ailleurs de présenter avec Florence Parly jeudi le plan, l'engagement du ministère des Armées, par exemple. Et on sait que le ministère des Armées recèle de gros leviers pour nous accompagner dans cette lutte contre l'érosion de la biodiversité, qui nous présentera donc sa feuille de route, avec une phase d'écoute, de concertation qui a été celle du premier semestre des territoires et des collectivités, parce qu'effectivement, il m'a semblé, il nous a semblé que le terrain, les acteurs, ceux qui mettent en œuvre au quotidien, les politiques, les stratégies que nous mettons en place, doivent être nos premiers interlocuteurs dans ce qu'ils rencontrent comme frein, comme difficulté à massifier, à mettre en œuvre un cadre qui est déjà très riche. Donc tout ce travail d'élaboration des solutions, nous l'avons souhaité vraiment en concertation, parce que nous ne ferons rien seuls et que la mobilisation générale est impérative. Concertation donc avec les territoires, les différents niveaux de collectivité, les associations, les entreprises, le monde même de la finance, les experts nationaux évidemment qui éclairent ce chemin, et des orientations, je le disais, stratégiques, générales et déclinaisons opérationnelles en regard des moyens nécessaires, avec également des réponses qui doivent être à la fois innovantes et réalistes, parce que nous le savons, les objectifs qu'il va nous falloir tenir, il faut qu'ils soient abordables, il faut qu'ils soient accessibles, et y compris dans la façon dont nous embarquerons ensuite plus largement au niveau européen et international. Et ça doit nous faire envisager cet aspect également de solidarité. Je crois qu'en France, même si nous devons toujours être plus ambitieux et qu'en responsabilité, nous devons porter effectivement, et nous devons continuer à accompagner tous les pays qui souhaitent avoir un certain leadership sur ces questions. Nous en avons les moyens, donc nous devons le faire en responsabilité, et également accompagner au plus près. C'est ce que l'on fait dans le cadre d'une solidarité internationale, d'une aide au développement, des politiques par exemple comme la lutte contre la déforestation importée, qui nécessite non seulement que l'on réfléchisse nos façons de produire et de consommer, mais aussi que l'on accompagne des filières durables à l'autre bout du monde, avec des changements transformateurs donc, et comme toute transition, un accompagnement, vraiment à une association, mais il faut que nous soyons aux côtés en termes de solutions et de moyens pour rendre accessibles les moyens de cette transition à tous les acteurs et les leviers, les secteurs économiques qui le nécessitent, avec dans cette mobilisation des territoires, des collectivités qui sont extrêmement engagées, et je tiens vraiment à les remercier, les premières d'entre elles, les régions qui sont, vous le savez, chefs de file en termes de biodiversité, mais aussi plus finement, je crois, à la maille du territoire, et notamment à l'échelle départementale. J'y reviendrai. Je crois que nous avons suffisamment de diversité en termes d'enjeux, de paysages dans les régions françaises, que l'échelle territoriale au plus près des acteurs était essentielle aussi. Donc nous recréons ces espaces de dialogue, de concertation, avec une élaboration donc de cette stratégie qui, au-delà de cette consultation territoriale, s'est élargie à une consultation citoyenne en ligne. Nous avons reçu au niveau territorial 800 contributions. La consultation citoyenne nous a permis de recevoir plus de 2300 d'ailleurs, propositions écrites, concrètes, sur la reconquête de la restauration des écosystèmes, sur la promotion d'un modèle socio-économique qui soit favorable à la biodiversité, sur des modèles d'aménagement plus sobres. Et cela nous a permis donc de recentrer nos travaux et de voir se dessiner ce squelette de la stratégie sur 5 groupes de travail dans un premier temps nationaux, des instruments socio-économiques, la dimension européenne et internationale, la recherche et la connaissance, le suivi et l'évaluation, et toutes les questions éthiques de rapport de la société à la nature.
avec donc toute cette matière qui est disponible. Je vous invite tous, si vous ne connaissez pas encore le chemin du site biodiversité.gouv.fr, à l'emprunter. Nous y avons rassemblé tout ce que nous comptions de ressources passées, présentes et évidemment à venir. Donc vous pouvez trouver même de matière brute tout ce matériau, tout ce qui est sorti des préconisations et des propositions de ces consultations territoriales et citoyennes. En tout cas, aujourd'hui, nous basons nos travaux avec les instances nationales sur cette matière. Instance nationale qui donc, avant d'être consultée officiellement sur la stratégie, travaille, et je les en remercie. Je ne vous cache pas qu'entre l'organisation de ce petit congrès et l'écriture de cette stratégie nationale biodiversité, l'été a été studieux. Je vous en remercie à nouveau. Le CNB, Madame la Présidente, merci beaucoup. Monsieur Chavassier, nous sommes passionnés pour vos notes de jour et de nuit cet été sur l'ossature de cette stratégie. Le CNPN, le Comité national pour la protection de la nature, qui nous offre cet éclairage scientifique et cette légitimité aussi, on le verra sur les aires protégées, par exemple, la définition de la protection forte. Il faut absolument que cela soit validé, puisque nous avons un modèle qui est à la française, qui est un peu hybride, qui veut instaurer la meilleure protection, le meilleur niveau d'ambition, mais en acceptant les activités humaines. Donc il nous faut construire ce chemin, et pour cela, l'éclairage du CNPN est également essentiel. Le CNTE, comme instance que j'avais pu connaître et pratiquer en tant que parlementaire, qui me semble être essentiel également dans ce partage des différents points de vue, des différents enjeux de la sphère politique, économique, environnementale. Donc nous avons besoin au maximum de ces espaces d'échange et de construction d'une vision commune. Et puis le CESE, évidemment, la Commission environnement, le Comité national de la mer et du littoral, les Césaires et tous ceux qui ont bien voulu s'associer. Avec donc des premières recommandations sur cette base qui nous ont et vous ont été proposées dans l'été. Un salut tout particulier aux équipes de la direction de l'eau et de la biodiversité et aux premiers d'entre eux, Olivier Thibault, Sophie Dorothée Duron, merci beaucoup. C'est un travail titanesque, je ne sais pas si vous imaginez. Il a fallu vraiment administrer tous ces questionnaires, toutes ces préconisations. Et je salue leur travail dans un calendrier qui était très contraint. Une stratégie qui, de manière générale, devra s'inscrire également dans les ODD, je tenais à le dire, parce que ça reste également une feuille de route et un cadre que nous n'oublions pas à chaque instant. Et trois principes sur lesquels nous souhaitons structurer ces mesures. D'abord, la sobriété dans l'usage des ressources et des espaces. La complémentarité, ensuite, cet équilibre, cette cohérence entre les politiques relatives à la préservation de la biodiversité et les politiques climatiques, d'abord, et ensuite, dans toutes nos politiques et au niveau interministériel, toutes nos politiques sectorielles, je l'ai dit. Et puis cette cohérence entre ce que nous déployons au niveau national, au niveau de nos politiques publiques, et évidemment territoriales, dans le cadre également communautaire et international. Avec ensuite 4 modalités de mise en œuvre. D'abord, des mesures qui soient étayées sur la connaissance et l'éclairage scientifique et sur le principe de précaution. Ensuite, sur la cohérence et la complémentarité, on l'a dit, internationale, européenne et territoriale. Un cadre complet de pilotage, de suivi et d'évaluation qui soit assorti d'indicateurs, parce que je crois que nous connaissons tous la douleur de ces bilans des précédentes stratégies, bilan de la loi biodiversité, qui ont fait apparaître notre difficulté à tenir nos objectifs et à suivre nos trajectoires. Donc il convient, je crois, cette fois que nous nous entendions sur un cadre vraiment complet de pilotage et de suivi d'évaluation et donc de définition de ces indicateurs. C'est l'objet à nouveau d'un groupe de travail national. Et d'ailleurs, si 2030 est une échéance dans cette stratégie à la réécriture, 2021-2030, ce n'est qu'un point d'étape, et nous fixons nos travaux à horizon 2050. Et puis la solidarité et l'association de tous les acteurs, je l'ai dit. Et enfin, les moyens afférents. Voilà, il faut que nous nous dotions systématiquement et que nous éclairions les besoins sur chacun de ces axes stratégiques auxquels je vais venir. C'est une vision de planification qui me semble absolument essentielle.
avec donc des mesures opérationnelles qui seront déclinées, organisées sur 4 axes structurants. Un premier axe qui ne vous surprendra pas, hein, sur les écosystèmes, qui soient protégés, restaurés, résilients, la protection donc et la restauration, avec un réseau d'aires protégées, connecté, qui s'amplifie, qui se développe, la lutte contre la déforestation importée, un 4e programme national zone humide qui viennent déjà structurer notre réflexion en la matière, mais une cohérence à trouver, avec également donc, dans ce développement d'aires protégées avec de nouveaux espaces, les parcs naturels régionaux d'ailleurs, du Doubs, des Corbières, l'extension de la réserve nationale d'Iroise, la création de la réserve intégrale d'Entraunes, dans le parc national du Mercantour, des concertations en cours qui vont permettre l'extension dès 2022 de la réserve nationale des terres australes françaises. Vous savez à quel point les enjeux sont forts. Je salue M. Marteau d'ailleurs qui est parmi nous, qui a largement contribué à tout ça. Ça permettra de dépasser la couverture de 30% des espaces maritimes en aire marine protégée annoncée par le président de la République. Et vous savez que les enjeux sont forts. Je reviendrai également sur la question de la Méditerranée et l'annonce qui a été faite par le président en ouverture de ce congrès également, qui va à la fois nous permettre d'atteindre nos objectifs, mais qui demande aussi une mobilisation et une mobilisation sur le bassin méditerranéen qui va être extrêmement intéressante. De nouveaux sites Ramstar, un que nous avons labellisé hier, un autre prévu en octobre prochain, on s'en félicite. Je salue également Jérôme Bignon qui est avec nous. Une restauration des espaces dégradés, sur un des thèmes qui devrait figurer dans les cadres européens et mondiaux, hein, avec une priorité sur les forêts sinistrées par les aléas sanitaires et climatiques. Nous avons un objectif d'environ 50 000 hectares par an, sur la restauration de 30 000 hectares de tourbières à horizon 2030, dans le cadre évidemment des solutions fondées sur la nature, avec une relance sans attendre d'un processus de création d'un 12e parc national qui sera dédié aux zones humides. Et je crois que nous nous réjouissons tous du lancement concret et opérationnel de la recherche, dans un premier temps, des sites qui pourraient être pertinents pour ce parc, donc avec une mission flash que je viens de lancer, et puis suivront des concertations locales évidemment pour favoriser l'implantation de ce 12e parc. Nous devons également accélérer sur la restauration des trames vertes avec un objectif de résorption de 40 points noirs de biodiversité, ce qui ne se fera évidemment à nouveau qu'en collaboration avec les collectivités territoriales que je remercie d'avance et qui donc se retrouveront autour des préfets de département, avant de se regrouper au niveau régional dans ce travail vraiment de redéfinition de ces nouvelles aires protégées et de ces points résorbés. Avec une continuité écologique du Rhin, et les plus vétérans d'entre nous sauront que c'était un sujet difficile à résoudre sans ces fameux moyens qui sont sans précédent du plan de relance. Et donc, c'est signé. Depuis quelques jours, nous consacrons 80 millions du plan de relance à le rétablissement de cette continuité écologique sur le Rhin. Je crois que c'était également quelque chose d'important. Nous sommes ravis d'avoir pu mobiliser ces moyens. Une lutte contre la pollution lumineuse. Anne-Marie Ducroux, si vous nous écoutez, merci pour ce travail important. Il faut absolument qu'on monte en puissance, qu'on vous accompagne sur ces enjeux, c'est essentiel. Et puis, donc ce renforcement de la réglementation, il doit également s'accompagner de plans nationaux d'action pour les espèces, cette fois, sur les espèces protégées, avec, je vous l'annonce pour ceux qui n'auraient pas lu les derniers communiqués des dernières heures, la protection et un plan national d'action destiné au dugong à Mayotte qui vient d'être publié. Registre de l'actualité. Le deuxième axe transformateur, il se fixe l'objectif de ressources et de services de la biodiversité qui soient utilisés de manière durable et équitable. C'est donc une forme de développement dans la sobriété. Nous avons ici effectivement ces changements transformateurs qui doivent assurer cette transition, qui vont s'atteler à accompagner la transition agroécologique, les échanges commerciaux, la déforestation importée, à nouveau la responsabilisation de la sphère économique et financière. Vous le savez, c'est essentiel, sur des principes de sobriété et de solidarité.
Et puis, des enjeux forts, par exemple sur le zéro artificialisation net, avec un objectif qui est très, très ambitieux pour lutter contre la fragmentation des espaces naturels et s'appuyer à nouveau sur les solutions fondées sur la nature. Et à cet égard, un salut également cordial au génie écologique qui vraiment nous accompagne brillamment et dont la France peut se réjouir et se targuer d'avoir beaucoup de compétences. La question du financement, elle est évidemment centrale. Et donc, vous l'aurez compris, nous allons consacrer une part de cet échange aujourd'hui à réinterroger le modèle de financement de la biodiversité en France qui s'est empilé en strates au fil du temps et qui, on a l'habitude d'en plaisanter au cabinet. Quand on voit le schéma du financement de la biodiversité française, ça ressemble à Beaubourg. Certains parleront d'une usine à gaz, évidemment pas sur le projet culturel, mais simplement sur le design. On a effectivement un travail d'abord de simplification, sans doute, et puis il nous faut renforcer ces moyens. Il nous faut débattre et redéfinir sans doute les flux financiers, les moyens de renforcer ces financements avec les outils plus nouveaux qui apparaissent, le label bas carbone qui doit aujourd'hui se développer dans son impact aussi vis-à-vis de la biodiversité et de sa restauration. Des exemples très intéressants de restauration forestière ou de protection des herbiers de Posidonie en la matière qui sont très intéressants. Des dispositifs comme les ORE qu'il faut massifier sont de très beaux outils. Une fiscalité, évidemment, la France s'en enorgueillit, qui doit être de plus en plus adaptée et renforcée sur le financement de la biodiversité, ce qui doit nous permettre, en pouvant faire cette transparence sur cette fiscalité, d'accompagner aussi l'acceptabilité de ces transformations. Et donc peut-être une fiscalité affectée à préciser pour que nous sachions mieux que l'eau, la biodiversité, finance l'eau et la biodiversité, et que nous ayons vraiment ce travail pour pouvoir montrer, expliquer aussi les besoins, parce que protéger, restaurer la biodiversité aujourd'hui nécessite vraiment une montée en puissance en termes de moyens. Avec évidemment en regard une réduction des subventions qui sont dommageables à la biodiversité. C'est une question complexe auquel il faut que nous nous attelions, je crois, de manière absolument programmée et systématique, avec des outils de mesure et de prise en compte de la composante biodiversité. C'est donc le renforcement du budget vert dans cette composante qui est absolument essentielle. Pour ça, il nous faut des outils et beaucoup de spécialistes s'y attellent actuellement pour que l'on puisse mesurer. On sait que mesurer les impacts sur la biodiversité, c'est moins facile que de les mesurer pour le climat. Et donc, on a un gros chantier en la matière. Et puis, le budget vert, évidemment, la France qui peut se targuer de cette mise en place de ce budget, mais qui doit se renforcer à nouveau dans cette composante biodive, avec également des aspects de coopération régionale. Et je sais que les participants de la table ronde, tout à l'heure, y reviendront. Nous avons aussi de belles perspectives en la matière. Le troisième axe transformateur de cette stratégie, il va s'axer sur la mobilisation, une société qui soit sensibilisée, formée et mobilisée sur nos enjeux. Ça veut dire également former aux nouveaux métiers qui doivent accompagner cette transition. Et c'est réjouissant parce que nous avons aujourd'hui une jeunesse ou même des reconversions professionnelles qui s'effectuent vers ces métiers de l'accompagnement à cette transition, avec des dispositifs de mobilisation de la jeunesse qui se joueront également sur l'engagement, et nous y reviendrons dans les mois qui viennent, mais en tout cas une mobilisation qui doit accompagner aussi au quotidien les gestionnaires d'espace et tous les acteurs sur le terrain de la biodiversité, parce qu'on sait que tout cela se joue vraiment au plus près du territoire et de ses acteurs. La SNB, elle devra également accompagner les collectivités locales et les entreprises, les accompagner plus avant parce qu'elles sont déjà très mobilisées. Mais nous devons leur donner toujours plus d'outils et d'accès à un accompagnement en ingénierie, une veille juridique qui est importante, vous le savez, sur nos sujets. Nous renforcerons l'accompagnement donc de tous ceux qui souhaitent agir avec des références techniques, avec aussi une médiatisation des expériences réussies. Et cette veille, cet accès aux ressources, aux outils, aux connaissances, elle demeure indispensable parce que nous sommes sur un sujet relativement récent, notamment dans les politiques publiques et territoriales.
avec un quatrième axe sur la gouvernance qui se doit d'être efficace, qui se doit d'être inclusive, la question du suivi des indicateurs, de la trajectoire, de la redevabilité, de cette responsabilisation de tous les acteurs en transparence à nouveau. Il nous faut ces points de repère, il nous faudra ces cibles chiffrées à horizon 2030 d'abord comme un point d'étape en tant que cible opérationnelle accompagnée des moyens afférents. Et puis à horizon 2050, à nouveau cette visée de planification. En conclusion, vous dire que cette feuille de route donc pour les mois à venir va être encore très, très tonique, très dense, avec le développement, la déclinaison aujourd'hui de ces objectifs vraiment de manière opérationnelle. Et ces solutions transformatrices, ces moyens, il va nous falloir les définir ensemble. Il y aura sans doute des priorisations à effectuer. Et nous aurons donc de nouveaux groupes de travail qui vont se former dès notre sortie, notre retour à la vie normale à la suite de ce congrès, avec donc des propositions concrètes et les questions de financement afférentes. Et je me tourne donc dès maintenant vers nos interlocuteurs sur cette table ronde sur le financement, avec un regard sur nos recettes, sur nos besoins, sur ces leviers, sur ces dépenses et cette transparence qui est nécessaire, sur les nouveaux outils. Je vous remercie d'accueillir nos participants à cette table ronde du matin. Et je remercie également tous ceux qui participent par ailleurs en ce moment à ces sujets, une mission IGF-CGEDD qui a cours actuellement, un groupe de travail de la SNB et du CNB qui œuvrent activement à ces questions. Des propos du président de la République qui ont été tenus en présence de quelques-uns d'entre nous, responsables de grandes ONG, sur lesquels il a fait des ouvertures très claires sur ce financement de la biodiversité et sur cette nécessité peut-être d'aller vers des modèles, que ce soit en termes de fiscalité affectée ou autres, qui nous permettent vraiment de faire la transparence et de massifier nos efforts. Et puis, ces nouveaux outils qui vont nous être présentés, notamment avec un exemple sur les herbiers de Posidonie et le parc national des Calanques. Je vous remercie.